Bonjour Christine Boutin, vous revoici sur le pavé parisien, pourquoi? Pour défendre la vie, vous savez, ça fait 40 ans que je porte le combat pour la vie. Et voilà, aujourd'hui je trouve que cette marche pour la vie, j'ai assisté à toutes. Ça fait une quinzaine d'années, c'est la 15e je crois. J'ai toujours assisté aux marches pour la vie parce que je pense que la vie est quelque chose d'important et qui devient relatif. En tous les cas, en ce qui concerne l'avortement, on est passé de la loi d'exception avec Madame Veil à la loi d'exception. C'est devenu la banalisation. Ensuite, on a créé un droit à l'avortement et maintenant, on fait la promotion de l'avortement. Donc, si vous voulez, la valeur du plus faible d'entre nous, que nous avons tous été, est de plus en plus relative. Donc, moi, je suis là, je serai toujours fidèle jusqu'à mon dernier souffle pour défendre la vie. Voilà. Que faut-il faire? Faut-il supprimer la loi Veil ou être un peu plus dans l'explication, la formation? Qu'est-ce que vous prenez, vous? Écoutez, pour l'instant, on n'est pas du tout dans l'explication et la formation, puisque le délit d'entrave qui est en discussion à l'Assemblée nationale va interdire toute information sur l'avortement. Ce qui veut dire même que ce n'est pas l'avortement qui est touché, mais c'est la liberté d'expression. Et c'est excessivement grave. Les gens ne se rendent pas compte. Mais au-delà de la lutte contre ce texte de délit d'entrave, il y a une atteinte profonde aux valeurs de la France, qui sont celles de la liberté. La liberté d'expression est fondamentale. Or, ce délit d'entrave va empêcher l'expression sur l'avortement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, moi je pense qu'il faut être réaliste. Monsieur Poisson a proposé pendant sa campagne de primaire que l'objectif soit de diminuer le nombre d'avortements. Depuis 40 ans, le nombre n'a pas diminué. Il faudrait au moins qu'en santé publique, ce soit un objectif de santé publique de diminuer le nombre d'avortements. Mais voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Un candidat à l'élection présidentielle correspond-il à vos attentes politiques et sociétales? Pour l'instant, je suis pour la vie. Pour l'instant, refusez de vous prononcer. Pour l'instant, c'est pas habituel chez vous. Je suis à la marche pour la vie et donc voilà, on verra, on va voir. Pour l'instant, je n'ai pas pris encore position publiquement pour la présidentielle. Vous le ferez? Ah bien sûr. Cécile Edel, présidente de Choisir la vie, qui est une des associations organisatrices de cette marche pour la vie. Depuis 2005 en fait, voilà, nous avons organisé, et encore plus cette année parce que nous sommes dans une année électorale et une année aussi où va être voté mardi le délit d'entrave à l'avortement, l'extension du délit d'entrave à l'avortement. Nous demandons une véritable politique de prévention de l'avortement, de ne plus considérer l'avortement comme un droit fondamental et comme je dis souvent l'Eldorado pour une femme. L'avortement n'est pas un droit fondamental, il faut savoir. L'avortement est un drame pour de nombreuses femmes et nous qui sommes sur le terrain parce que nous avons une antenne d'écoute à Choisir la vie, une antenne d'écoute de femmes en difficulté, nous voyons énormément, nous entendons énormément de femmes qui disent que l'avortement est douloureux pour elles, qu'il y a des conséquences à l'avortement et qu'elles ne veulent plus d'ailleurs avorter. Donc nous voulons vraiment que notre pays s'engage vers une vraie politique de prévention et avoir enfin un débat apaisé et serein sur l'avortement et ses conséquences. Votre antenne d'écoute était une des antennes d'écoute concernées par ce délit d'entrave à l'IVG? Nous sommes, je dirais, forcément concernés puisque à partir du moment où nous essayons de donner des informations qui sont vraies, des informations sur la réalité de l'acte de l'avortement et les conséquences de l'avortement, à partir de ce moment-là, nous sommes susceptibles effectivement d'être poursuivis pour délit d'entrave, puisqu'il faut savoir que le délit d'entrave, ce n'est pas seulement numérique, mais surtout support de communication. Donc même si des femmes qui ont avorté veulent dire que l'avortement était une souffrance et qu'elles ne voudront pas recommencer, et bien même à partir de là, ces femmes seront susceptibles d'être poursuivies et d'avoir 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Parce qu'on va dire qu'elles incitent les autres femmes à ne pas avorter. Voulez-vous, madame, la suppression de la loi Veil? Donc, vous savez, on nous parle beaucoup de la loi Veil, mais quand vous regardez aujourd'hui la loi Veil, elle est complètement, elle a été éclatée. Et vous voulez sa suppression? Regardez la disposition. Moi, je pense que l'avortement n'est pas quelque chose qui fait du bien aux femmes. Je pense qu'elles souffrent trop. Moi, je suis psychologue et j'ai vu beaucoup trop de femmes souffrir. Donc, généralement, quand une loi induit quelque chose de mauvais, effectivement, on n'a pas envie qu'il y ait cette loi, forcément. Faut-il qu'il existe encore des avortements pour des questions thérapeutiques, de viol, ou supprimer totalement l'avortement?
Alors l'avortement, pour des questions thérapeutiques, il faut savoir, beaucoup ne savent pas que l'interruption médicale de grossesse, l'IMG, est autorisée jusqu'à 9 mois de grossesse. C'est-à-dire qu'un bébé pose que c'est un enfant trisomique ou que c'est un enfant handicapé, donc il y a une présomption. Et à ce moment-là, on propose l'IMG à la femme. Donc évidemment, je suis bien sûr contre l'avortement à 9 mois. Je trouve que c'est très difficile, honnêtement, même pour les médecins. Sans cette extrémité, avant, prenons le cas, un cas concret. Une mineure de 15 ans qui est violée, qui tombe enceinte, doit-elle être avortée si elle le demande? Alors, on nous donne toujours cet exemple. Un cas concret qui existe. Oui, bah, il existe beaucoup de cas contraints. Ce que je dis en cas de viol, c'est que il y a ce qu'on appelle, j'appelle ça la double peine. C'est-à-dire que l'avortement est une souffrance, encore une fois, pour les femmes. Et si on lui propose, d'avorter, qu'on la pousse à avorter après un viol, elle va subir ce que j'appelle la double peine. C'est très très dur d'avoir été violée. C'est dur aussi d'avorter. Moi, j'ai une autre solution, c'est ce qu'on appelle l'accouchement sous X. Parce que vous savez, en France, il y a énormément aussi de familles et de couples qui souffrent de ne pas pouvoir avoir d'enfants et qui n'arrivent pas à adopter. Je trouve ça tellement dommage, vraiment tellement dommage, qu'une femme qui ne veulent pas, ce que je comprends tout à fait, ne veulent pas donner naissance à cet enfant issu d'un viol, ou même c'est son choix, elle ne veut pas garder cet enfant. Pourquoi elle doit aller à terme? Eh bien, pourquoi pas, et je pense qu'elle sera très heureuse, cette femme, d'offrir cet enfant à des couples qui souffrent. Je pense que c'est une solution pour éviter la souffrance de tous, et moi je suis pour éviter la souffrance de chacun. Quelles sont les informations que vous donnez dans votre centre d'écoute d'appel? Alors nous, c'est... Ce n'est pas donné par exemple par le planning familial. Alors nous, ce qu'on donne, alors c'est pas forcément de l'information, c'est aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'une femme, elles sont libres, elles nous appellent et elles nous disent qu'elles sont en pleine perturbation, ce qui est normal. Elles viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes, ce n'était pas prévu, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a 72% des grossesses qui se passent sous contraceptif, donc elles ne s'y attendent pas du tout. C'est un bouleversement psychologique pour elles et elles ne sont pas capables de prendre immédiatement une décision. C'est très dur de prendre une décision dans ces moments-là. Et elles nous appellent, elles ne savent pas, elles disent qu'elles sont seules. On est avant tout là pour les écouter. Elles ont besoin, ces femmes-là ont besoin de se sentir aimées aussi. Parce que si on leur dit ça ne nous concerne pas, ça vous concerne seulement, madame, vous n'avez même pas à nous appeler, ça ne vous concerne que vous, ce choix-là, eh bien elles n'ont pas la réponse à leurs questions. Elles ont besoin qu'on les aime, ces femmes, et elles ont besoin qu'on les accompagne. Donc nous, on est là pour les accompagner. De plus que d'autres associations qui, elles, ne tombent pas sous ce délit d'entrave à l'IVG, comme par exemple le planning familial. Eh bien écoutez, moi je peux vous dire que le planning familial ne reste pas avec ces femmes-là aussi longtemps que nous, on reste avec ces femmes. Ces femmes, on les a pendant des heures, parfois pendant plusieurs jours au téléphone. Elles sont heureuses d'avoir quelqu'un à qui parler. Le planning familial ne fait pas ça. Le planning familial, les consultations sont réduites en temps parce qu'en plus on a supprimé le délai de réflexion, on a supprimé les consultations avant. Donc en fait, c'est juste un rendez-vous généralement, le planning familial. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment juste un rendez-vous qui dure 2 minutes et on leur donne un rendez-vous pour avorter. Donc nous, on est dans une autre démarche, une démarche plus humaine. Quel candidat à l'élection présidentielle répond pour le moment le plus à vos revendications? Je peux vous dire que le candidat qui répondait le plus, c'était Jean-Frédéric Poisson, qui était à la primaire. Et il n'est pas qualifié? Clairement. Donc ceux qui sont qualifiés, pardon, je reprécise ma question. Qualifiés. Écoutez, je dirais que ça serait François Fillon, mais j'attends de voir comment il va se prononcer sur l'avortement. Oui, le général Didier Tauzin, candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui, mon général? Tout simplement pour défendre la vie, parce qu'une politique qui ne défend pas explicitement la vie fait implicitement la promotion de la mort, tout simplement. Êtes-vous pour la suppression de la loi Veil? Pas immédiatement. Immédiatement, c'est impossible à mon avis. Cela ajouterait de la division, de la rancœur, de la violence à ce qui existe déjà. Mais il faut en prendre le chemin. Aujourd'hui, ce que je propose, dans mon prochain livre qui va sortir le 2 février en librairie, mon engagement pour le quinquennat 2017-2022, c'est premièrement de donner l'objection de conscience à tout le personnel médical, première chose. Deuxièmement, de pénaliser les pressions qui sont faites aux femmes pour qu'elles avortent, parce que beaucoup d'entre elles avortent sous la pression et elles portent ce fardeau toute leur vie et certaines s'en suicident. On oublie toujours les souffrances des femmes qui sont faites avorter. Et on en connaît tous des femmes qui sont faites avorter. Il y en a 250 000 ou 300 000 par an. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est
ouvrir la parole. Il n'est pas normal que seuls les pro-avortements aient droit à la parole. Dans ce pays qui dit être le pays de la liberté, eh bien c'est intolérable. Et enfin, il faut que les femmes aient vraiment le choix. Donc il faut qu'on leur offre un choix réel, technique, quitte à ouvrir une agence d'État pour leur permettre de garder leur enfant si elles le veulent, de le confier à un autre couple. Voilà. Alors il existe des cas concrets, vous le savez bien. Le cas concret, c'est une jeune fille de 15 ans violée qui est enceinte et qui souhaite avorter. Que fait-on? C'est un cas concret, effectivement, mais ces cas concrets, combien sont-ils en France? Combien sont-ils en France au regard des 300 000 avortements? Quelques-uns. On se focalise... On doit toujours les autoriser à avorter? On se focalise toujours sur ces quelques cas concrets, plutôt que de voir la masse. Ceci étant, nous avons vu sur vidéo récemment, j'ai vu sur vidéo récemment, sur YouTube, peu importe, une jeune femme qui parlait, qui disait « Je suis le produit d'un viol, je suis heureuse de vivre ». Donc vous voyez, il y a beaucoup à réfléchir sur cette affaire. Je suis là parce que je pense que l'avortement est un crime. Vous voyez? Et je le dis parce qu'il faut qu'il y ait des Français qui le disent maintenant. Une femme n'est pas à moitié enceinte. Il n'y a pas un demi-crime, une moitié de crime. L'avortement est un crime, voilà. On tue un enfant. Et un pays qui tue ses enfants tue son âme. Dans toutes les circonstances. Bien sûr. Voilà. Par exemple, si on a été violé, qu'on veut avorter, ça c'est un crime aussi. Non, mais c'est une question. On est sur une question de principe, vous me posez une question de principe. Et c'est pas une question de circonstance. Voilà. Est-ce que les amis... Philippe de Villiers, bonjour, on va reprendre, parce qu'on vient d'arriver nous. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Je suis là pour marcher avec la marche pour la vie qui demande que de manière urgente soit aboli, soit retiré le projet scélérat sur le délit d'entrave. C'est-à-dire que ce projet scélérat vise à empêcher, à entamer, à supprimer la liberté d'expression. Et puis on demande aussi que soit entendu le point de vue de beaucoup de Français qui pensent que l'avortement est contraire à tous les principes de notre civilisation. Faut-il supprimer la loi Veil? Oui. Y a-t-il un candidat à l'élection présidentielle qui sied à vos yeux? Vous avez vu notamment recevoir Emmanuel Macron, je serais dire en grande pompe au Puy du Fou. Quel est votre candidat? Qui soutenez-vous, Philippe de Villiers, pour la présidentielle qui arrive? Mon candidat, c'est Hippocrate. Hippocrate, réveille-toi, ils sont devenus fous. La manif pour la vie arrive, je vous vois râler depuis tout à l'heure, pourquoi? Je suis vindicative, écoutez, parce qu'ils se prétendent être dans l'amour de Dieu. Mais où est l'amour dans tout ça? L'amour, ce n'est pas le rejet de l'autre. Ils sont dans le rejet des homosexuels, dans le rejet des femmes qui se font avorter, mais qu'on laisse les femmes libres de décider de leur corps, non de nom. Les femmes sont libres. Où est Dieu? Dieu est amour, Dieu est amour universel. Dieu n'est pas dans le rejet. Alors on aime certains mais pas d'autres, c'est ça pour eux. Et souvent ce sont des cathos, des cubénis qui vont à la messe tous les dimanches et qui manifestent. Ouais, on est anti-tout, on est anti-tout, anti-avortement. Faut arrêter quoi, faut arrêter parce que moi j'en peux plus. Alors beaucoup demandent la suppression. C'est l'extrême droite, c'est Le Pen, c'est tout ce qui s'ensuit là. Hein. Que pensez-vous de la suppression de la loi Veil que les manifestants demandent? Oh mais c'est une honte! Simone Veil, elle a œuvré pendant des années pour ça, elle s'est battue pour le droit des femmes et maintenant on retourne en arrière, c'est une régression. On retourne au Moyen-Âge avec eux, c'est une honte! Pauvre Simone Veil, pauvre Simone Veil! Voilà. Trois générations, 1, 2, 3. Regarde-moi l'image pour mon petit chien. Elle a un petit manteau tout neuf en plus. Ben, on va passer aux actualités, nous. Oui. Souris mon grand. La France regarde. Oui, 3 générations. 1, 2, 3. Hein? Ah. Non, mais même la jambe canine est représentée. Allez, recule. Ralentissez. Mesdames et messieurs, il y a une personnalité politique que j'ai oublié de remercier pour son combat à l'hémicycle contre le texte
aujourd'hui? Ouais, parce que depuis que la loi est passée, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. À la base, c'était une loi d'exception, vous voyez. En fait, la loi avait été votée pour 5 ans, le temps de trouver d'autres solutions, et ça n'a jamais été fait. Et aujourd'hui, l'avortement, c'est devenu un acte anodin qui a été terriblement banalisé. Aujourd'hui, il y a une femme sur 3 qui avorte, ce qui est énorme. Aujourd'hui, on avait tous une chance sur 5 de ne pas naître, parce qu'avec 8 millions d'avortements depuis 1975, soit 220 000 avortements chaque année pour 800 000 naissances, on est tous potentiellement des survivants. Et voilà pourquoi on vient, en fait, c'est pour... en gros, c'est pour dire attention, on ne contrôle plus rien. L'avortement prend des proportions incroyables. Jusqu'où ça va s'arrêter? Enfin, où ça va s'arrêter? Est-ce que ça va s'arrêter un jour? Donc on est là pour demander une réduction du nombre d'IVG et demander que des alternatives soient développées. Selon vous, quel serait le moyen de réduire ce nombre d'IVG? Alors il y a plusieurs solutions, hein. Mais déjà le message que j'aimerais faire passer, c'est que malheureusement la contraception n'est pas fiable. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 80% des femmes qui avortent qui sont sous contraceptifs. Et que malgré la contraception, en fait, le nombre d'avortements n'a pas baissé et chaque année il est le même, 220 000. Donc malheureusement la contraception c'est pas fiable, donc il faut trouver d'autres solutions. Dans ces solutions, il y aurait une nouvelle éducation affective et sexuelle. Refaire le lien entre la sexualité et la procréation. C'est un lien qui est complètement oublié aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on couche avec quelqu'un, on oublie tout le temps que le premier risque, c'est quoi? C'est une grossesse. Mais ça, on l'oublie, on le sait plus. Les jeunes aujourd'hui ne le savent plus. Et sachant que la contraception n'est pas fiable, faut pas te perdre. Faut toujours garder en tête qu'en fait, quand on couche avec quelqu'un, il y a toujours un risque de grossesse et l'éventualité de l'arrivée d'un bébé. Il ne faut jamais perdre de vue ça. Et donc ça demanderait le retour à une sexualité peut-être plus responsable. Ça serait une première alternative qu'on pourrait développer. Deuxième alternative serait développer l'adoption prénatale. Ça, c'est quelque chose aussi qui n'est absolument pas proposé aux mères. Vous avez des femmes qui vont au planning familial, qui arrivent, qui disent « Je suis enceinte, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je vais faire ». On va lui proposer tout de suite l'IVG comme seule solution, comme s'il n'y avait que ça. Et ensuite, on ne va jamais lui dire, mais vous savez, si vous ne voulez pas avorter, vous pouvez le faire adopter votre bébé. Il y a énormément de couples qui n'ont pas d'enfants, qui aimeraient adopter et qui seraient heureux de pouvoir accueillir un bébé, lui laisser la vie, fonder une famille, aider une femme en difficulté. Donc voilà, l'adoption prénatale serait une alternative complètement oubliée qui serait hyper intéressante, je trouve. Autre solution, ça serait communiquer plus sur les aides aussi proposées par l'État aux jeunes femmes en difficulté, et il y en a énormément des aides. Il y en a énormément, mais elles ne sont pas du tout connues. Quand une femme va au planning, encore une fois, jamais on va lui dire, mais vous savez, si vous ne voulez pas avorter, si vous voulez garder votre bébé, il y a des aides qui sont proposées financièrement, vous pouvez être aidé. Jamais on va leur dire ça. Moi, je regarde beaucoup de témoignages, et dans beaucoup de témoignages sur Internet, les femmes déplorent le fait qu'on ne les ait pas informées de ces éventualités. Et ensuite, ce que je regrette aussi énormément dans l'avortement, en fait, c'est un sujet où la parité n'est pas respectée. À la base, quand même, pour avoir un bébé, il faut s'y mettre à deux, il y a un homme et une femme. Et malheureusement, le père, on le squeeze beaucoup. Alors, c'est vrai, et quelque chose que je regrette, c'est que souvent, le père, il se barre. Mais je trouve qu'il faut lui redonner la parole quand même dans ce débat. Il a quand même un mot à dire et souvent il y a des avortements qui sont faits, les pères ne sont même pas au courant. Et je trouve ça injuste pour lui. Après je ne sais pas ce qu'en pensent les hommes, mais moi je trouve ça injuste. Et ensuite, dernière chose que j'ai en tête, je veux dire, aux États-Unis, 60% des IVG sont médicamenteuses. Quand une fille ingère un médicament qui va provoquer l'expulsion du fœtus et les contractions et l'expulsion du fœtus, souvent j'ai entendu dire par des écoutantes qui travaillent sur le post-IVG que ces filles-là, quand elles ont ingéré le médicament, elles sont plus sûres d'elles, elles regrettent, finalement elles veulent faire machine arrière. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une possibilité de faire machine arrière. Aux États-Unis, ils ont des cachets qu'on peut donner aux femmes qui veulent faire machine arrière pour éviter justement un avortement. Et en France, c'est pas connu et c'est certainement pas communiqué. Et ça, je trouve ça aussi très regrettable parce qu'il y a énormément de femmes qui se retrouvent devant les portes du bloc opératoire et qui finalement veulent faire machine arrière et qui sont plus sûres d'elles parce que c'est un choix tellement capital dans la vie d'une femme.
L'avortement, c'est un choix tellement capital que c'est normal d'hésiter et de plus être sûr et de vouloir faire machine arrière, sur le coup. Vous semblez extrêmement critique envers le planning familial. Vous l'avez cité plusieurs fois. Quelles sont vos critiques principales à son encontre? Pardon? Quelles sont vos critiques principales à l'encontre du planning familial que vous avez cité plusieurs fois? Je leur reproche la banalisation de l'acte, le fait de faire croire que c'est un acte anodin et sans conséquence, la désinformation énorme sur l'avortement, sur le risque de séquelles psychologiques et la désinformation sur les alternatives à l'avortement en fait. Vous semblez défendre l'idée d'une sexualité qui soit plus procréative que récréative. Non, je ne défends pas une sexualité plus procréative que récréative. La sexualité n'a pas que pour but la procréation, mais je soutiens qu'il y a un lien indéfectible entre sexualité et procréation. On ne peut pas nier le fait que quand il y a sexualité, il y a un risque de procréation. Ça, on ne peut pas le nier. Je suis désolée, mais je vous l'ai dit au début, malheureusement, la contraception, elle n'est pas fiable à 100%. Et donc, on ne peut pas supprimer ce lien. Il existera toujours. Il faut juste l'avoir en tête. Mademoiselle, faut-il utiliser le préservatif pour les relations sexuelles? Écoutez, vous pouvez toujours, mais je vous l'ai dit, c'est pas fiable à 100%. Non mais je sais ce que je dis, vous inquiétez pas. C'est pas fiable à 100%. Je vous l'ai dit, 80% des femmes qui avortent sont sous contraceptif. Et moi j'ai une amie, aujourd'hui elle a un bébé, mais pourtant elle avait utilisé la pilule, elle prenait la pilule, elle avait un préservatif, elle a pris la pilule du lendemain, ça l'a pas empêché de tomber enceinte. Donc je le déplore, mais malheureusement la contraception, elle n'est pas fiable. C'est pour ça que je vous ai développé certaines alternatives qu'on pourrait mettre en place. D'encourager partout l'accueil de la vie. Quelle est cette politique qui se prétend nataliste mais qui se... Vive la fraternité! IVG, tous concernés! Bonjour. Je pense que c'est plutôt Philippe. Merci à vous.